On est bon? Super. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre dernière séance de notre séminaire Art en cours, qui a reçu chaque mois de cette année universitaire un professionnel du milieu de l'art autour de problématiques liées à la scène artistique actuelle et à des enjeux liés aux métiers et aux mutations des métiers d'historien de l'art. Donc, je vous informe d'ores et déjà qu'il y aura un petit pot à la fin de la séance et que vous y êtes tous cordialement invités. Ce soir, notre invitée est Sylvie de Meurville. Donc, merci à toi d'être présente ce soir. Donc, Sylvie est sculpteur multimédia et à côté de cela également scénographe, enseignante et directrice artistique. Diplômée en 1977 de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art de Paris, elle enseigne actuellement à l'École de la Maille à Paris, école qui a été créée en 2011. Et elle anime parallèlement des workshops régulièrement. Donc l'œuvre Épiphanie que vous voyez derrière vous a été exposée récemment à la Biennale de Malte du 14 novembre au 7 janvier dernier. Elle a été exposée dans la cour du musée d'histoire naturelle de Médina. Elle a également exposé dans le cadre de la fête de l'eau de Wattwiller, qu'elle organise depuis 1994, une installation intitulée Tubulure et hypoderme. Elle vit et travaille à Paris et à Friville-Escarbotin dans la Somme. L'œuvre de Sylvie de Meurville est centrée principalement sur l'observation de la nature et sur le lieu pour lequel l'œuvre a été créée. La locution art in situ a été utilisée la première fois par Barbara Rose en 1969 pour désigner une œuvre de Claes Oldenburg intitulée Lipstick Ascending on a Caterpillar Truck. On entend généralement l'œuvre d'art in situ comme une œuvre créée spécifiquement pour un lieu, pour un site en particulier, et c'est une œuvre qui est caractérisée généralement par son caractère éphémère. L'œuvre in situ est en interaction à la fois avec son environnement et avec le public. Avec son environnement dans la mesure où ce dernier est directement inclus dans le processus créatif, et le public, bien entendu, puisque l'œuvre se situe dans l'espace public et que le spectateur est amené à entrer en contact direct avec cette œuvre. C'est donc une œuvre au rôle actif. Daniel Buren, je le cite, dit « Travailler in situ, c'est questionner la liberté supposée de l'artiste et surtout dévoiler les spécificités insoupçonnées mais signifiantes des lieux, offrir une nouvelle vision du lieu et de l'œuvre qui s'y montre ainsi élargie. » Donc on pourra parler de l'élargissement éventuel de l'œuvre par le site. Un autre point que j'aimerais aborder est celui de la fête de l'eau que tu organises depuis 1994 et dans le cadre duquel... Oh mon Dieu, c'est pas grave, ça suffit. 1994. 98. C'est à cause du centenaire de 14-18 que tu tellement bien. Et donc c'est dans ce cadre que je t'ai rencontré en 2012 puisque j'ai effectué un stage en médiation culturelle pour cet événement. Donc qu'est-ce que la fête de l'eau ? C'est un parcours d'art contemporain pensé comme une installation à l'échelle d'un village entier. Il s'agit donc du village de Wattwiller connu pour son eau, donc l'eau de Wattwiller. C'est un parcours qui est également construit en partenariat avec des lieux culturels des alentours et qui est pensé avec un encadrement pédagogique assez soutenu. L'une des spécificités de cet événement est que les œuvres sont exposées directement chez l'habitant, donc dans leur garage, dans leur jardin, aux fenêtres, etc.
C'est un événement qui a lieu une fois par an et qui dure 2 semaines. La thématique est toujours centrée autour de l'eau et plusieurs artistes sont regroupés autour d'un projet commun. Ce parcours est le résultat de plusieurs mois de réflexion sur à la fois le territoire, l'encadrement pédagogique, mais aussi les créations in situ. Pour ma part, ce qui m'a particulièrement marqué durant cette découverte, c'est que c'est cette volonté tenace de votre part, de l'ensemble des bénévoles, d'introduire l'art contemporain en milieu rural. On parle depuis maintenant plus de 30 ans de décentralisation de l'art contemporain. On parle de la nécessité de sortir l'art de Paris, sortir l'art de musée, mais on ne dit pas souvent comment est-ce qu'on peut opérer ce glissement. Et c'est là qu'entre en jeu la médiation. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était cette question de comment est-ce qu'on initie un public néophyte qui n'est pas forcément préparé ou qui n'est pas forcément sensible à la question des arts plastiques. Donc moi, j'ai effectivement été frappée par ce mouvement de balancier constant entre une association dynamique, motivée, engagée, et en face, une réception parfois assez mitigée. Donc, oui. Donc voilà, j'en dis pas plus, on a déjà perdu assez de temps. Je te laisse la parole autour de ces questions-là. Oui, je vais essayer de faire deux. Pardon, je vais récupérer le micro, parce qu'il est là, qu'il marche bien, ça marchera mieux. Je vais essayer donc de faire cet aller-retour en fait entre mon travail libre, je dirais, et puis le travail avec les autres artistes et le public, en fait, dans le cadre de la Fête de l'eau. Je pense que c'est pas du tout détaché, même si parfois moi j'ai l'impression d'avoir une double casquette en fait quand je travaille, c'est-à-dire que l'attitude de l'artiste n'est pas forcément la même que celle du commissaire, même si c'est un commissariat peut-être plus je dirais pratique que peuvent ou je sais pas, dedans, quoi, je sais pas comment dire, que peuvent l'avoir certains commissaires qui sont peut-être plus théoriques que moi, qui suis plus pragmatique par mon métier, en fait. Mais donc même si j'ai l'impression d'avoir une double casquette, en fait, je me rends compte avec le temps et le recul que ces fonctions se retrouvent et qu'en définitive, comme le disait Morgane, je gère un peu, je construis la Fête de l'eau comme une grande installation in situ, mais dans laquelle il y aurait d'autres artistes qui feraient une grosse partie du travail, et la partie très importante. Donc je vais commencer par essayer de vous présenter un peu ce que je fais. Donc on a un peu parlé de cette... ça ne marche pas, mon beau système. Quand tu veux. Ah, c'est... on a parlé de cette sculpture qui s'appelait Épiphanie, en fait, qui a été réalisée à Mdina, donc l'ancienne cathédrale baroque de Malte, a été fort influencée lors d'un premier voyage à Malte. J'essaye un peu de vous expliquer le rapport au in situ, en fait, tel que je le pratique. En tout cas, je ne vais pas le faire pour tout, mais dans ce cas-là, puisque c'est la plus récente. Donc, lors d'un voyage à Malte, j'ai croisé, donc l'été, ces fêtes... pendant les fêtes, les images sont pas terribles parce qu'elles viennent d'internet, mais il y a des fêtes dans les villages où il y a une espèce de baroque qu'on pourrait dire, je sais pas, populaire, contemporain, qui est exposé comme ça dans les rues. Il y a des sculptures partout, très colorées et surtout très en mouvement. Bon, moi j'ai toujours été très attachée au baroque par des expériences passées dans le décor de théâtre et d'opéra, où j'ai eu à réaliser des sculptures baroques tout simplement, beaucoup observé le Bernin, Bernini, enfin vous connaissez sans doute, un sculpteur italien du XVIIe, et voilà, cette espèce de rapport au mouvement dans le côté figé d'une sculpture, c'est quelque chose qui me poursuit depuis très très longtemps. Donc j'ai eu envie de travailler sur cette thématique, l'idée de lumière, bon vous la voyez dans l'image où il y a ces petites lumières, il y en a partout, ils font des feux d'artifice tout le temps, même en plein jour, je n'avais pas très bien compris pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Donc il y a un côté très, très explosif comme ça et très, très lumineux. Donc j'avais envie de travailler sur ce baroque et j'ai rencontré aussi cette cour magnifique du musée d'histoire naturelle, donc,
où étonnamment, alors que c'est un monument historique, la direction du musée a accepté que j'installe ma sculpture directement sur ce bassin. Ce quoi je ne croyais pas vraiment au départ, parce que c'est quand même des choses un peu anciennes et fragiles, mais bon, j'ai évidemment pris toutes les précautions nécessaires, mais voilà, c'était un lieu assez magique. Et donc ça a donné ça. Alors ça, c'est pour expliquer aussi le travail, ça c'est une maquette en fait. C'est la photo de la maquette réinstallée dans le lieu pour un peu voir ce que ça va donner et présenter le projet. Moi j'aime beaucoup, je prépare toujours, j'anticipe beaucoup les choses, même si c'était un travail donc réalisé éphémère, hein, en papier calque froissé, donc qui n'avait pas un caractère durable et qui était voué à être détruit à la fin des 2 mois d'exposition. Je ne l'ai pas complètement réalisé sur place, je l'ai préparé en atelier en France, en fait, dans la Somme. Ensuite, j'ai repris tous les morceaux de papier calque, je les ai roulés dans un gros sac et je les ai emportés là-bas, mais je savais, j'avais préparé tous les systèmes d'accroche, des points, des références. Enfin, je savais déjà mon mouvement et ma mise en place pour faire cette idée de 3 personnages comme ça, qui est quand même pas si évidente que ça à faire quand tout d'un coup ça fait 3 mètres de haut et qu'on se trimballe des bouts de calque de 6 mètres de long et que voilà, tout ça. Donc dès qu'on change d'échelle, en fait, tout est plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a souvent besoin on ne fait pas ça comme ça. Voilà. Enfin, moi non, il y a des gens qui y arrivent. Mais... voilà, le rapport à la lumière, bon, qui m'intéressait et que j'ai traité un peu différemment de ce qu'on voyait, parce qu'eux, ils utilisent des vieilles ampoules, enfin des traditionnels, quoi, à filament. Bon, je me suis quand même très vite posé la question de la consommation. C'est toujours un peu délicat quand on est un artiste qui intervient quelque part, de dire, oh, bah, c'est pas grave, vous aurez 10 kWh chaque jour pendant 2 mois, salut, je m'en vais. Voilà, donc je vais préférer anticiper ça et trouver des LED qui faisaient qu'il y avait une consommation de je sais pas quoi, de 20 watts par jour, quelque chose enfin de très faible, et qui en plus éclairait très très bien, et puis donnait aussi un caractère plus contemporain. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus de refaire le réel, évidemment, de refaire ce qui se passe, c'est d'inventer autre chose. Voilà, donc ce rapport au mouvement, hein, à la transparence, à la translucidité du matériau, qui est un matériau qui m'est cher, que j'aime beaucoup, et qui propose cette idée de plisser et en même temps de transparence. Et voilà, donc ça s'est vu de côté, ça c'est à peu près pareil. Donc ça en fait c'est donc récent, et ça fait suite à un travail qui est plus un travail d'atelier, qui est sur les papiers froissés, sur un rapport entre les plis, la peau, les plis et le paysage, que je ne vous montrerai pas, puisqu'en fait il n'a pas de rapport avec le in situ. Il se trouve qu'en fait, il y a des moments où je fais du travail à l'atelier, de la recherche, je continue à travailler sur des formes, la sculpture étant à ce moment-là quelque chose qui est plus qu'on englobe, et puis dans le travail in situ, c'est souvent on est à l'intérieur de la sculpture, enfin j'aime bien qu'elle ait une autre échelle et qu'on se balade dedans. Donc il y a un peu les deux choses. Là, je me concentre un peu sur le côté à grande échelle, mettons, bon, même si on ne se balade pas toujours dedans. Je continue un peu dans le classicisme, entre guillemets, donc il y a un petit grand écart dans les époques puisque c'est 2007, mais je trouvais ça intéressant dans le rapport au lieu de montrer cette pièce qui s'appelle Galatée, en fait, qui était dans la Fontaine Médicis pour Arsena en 2007, et donc qui répond à la sculpture qu'on voit là-haut, qui est très classique, qui est Assis et Galatée, donc histoire d'amour entre ce jeune homme et cette nymphe. Et au-dessus, le méchant Cyclope qui veut piquer Galatée, la garder pour lui tout seul, et qui donc essaye de tuer Assis en lui lançant un rocher, voilà, un gros rocher, et pour sauver Assis, Galatée le transforme en rivière. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai remis donc Galatée j'ai assimilé la Fontaine Médicis à une rivière, en fait, à cette rivière. Et donc, en fait, j'ai remis l'amoureuse, elle se refond avec son amant, en fait. Et donc, elle disparaît, elle n'a plus de tête, parce que j'étais très choquée par le fait qu'en fait, elle n'avait pas de regard et que c'était les deux hommes qui la regardaient. Et comme il y a souvent, alors, il y a toutes les questions qui se posent de la femme, du nu dans la sculpture, de qu'est-ce que c'était que ces traditions de faire des corps de femmes nues, un peu, voilà, où tout le monde, qui étaient un peu des prétextes aussi à se rincer l'œil, mais en fait, on mettait de la mythologie derrière pour faire passer un peu l'histoire. Et voilà, donc là, ça dit aussi ça, simplement, elle redevient comme j'appuie sur le bouton, voilà, elle redevient comme une plante, elle se fond dans l'eau, et elle oublie le monde, en fait, et elle est plus en osmose avec la nature, en fait, avec son environnement. Et voilà, donc même si elle est séduisante et
et plus que séduisante en fait, et ben voilà, c'est bien, c'est pas pour les hommes qu'elle le fait, c'est pour elle quoi, en fait. Il n'y a plus de regard là-dedans en fait, voilà. D'où l'absence de tête en fait. Voilà, et c'était devenu aussi la maison des canards, et ça je trouvais ça absolument charmant parce qu'il y a toute une famille canard qui a voilà, grandi sur ce corps de femme, et donc je ne sais pas ce que ça leur a fait, pas de psychanalyse des bébés canards, mais c'est quand même amusant parce qu'il y en a qui glissaient sur la hanche, enfin, ils faisaient du toboggan, c'était très drôle. Mais ça c'est aussi dans le rapport, c'était incroyable, ça je l'avais pas prévu, mais dans ce rapport de retour à la nature, bon c'est amusant que tout d'un coup il y ait eu ça, quoi. Voilà, donc je parle vite en général, mais c'est pour que ça ne traîne pas trop et que vous ne dormiez pas, donc arrêtez-moi si je vais trop vite. Mais ça c'est un autre projet, alors c'est un des premiers vrais grands projets in situ que j'ai fait en 2003, c'est ça, qui était dans les Vosges. Donc c'était un peu lié à la rencontre à la fête de l'eau en fait, et à la rencontre avec ce territoire des Vosges, et notamment avec un partenariat avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges, et avec lesquels on avait fait, en fait, qui m'avait invité à faire une super fête de l'eau sur tout le territoire, en fait, en 2001. Et puis du coup, sur le territoire du parc, il y avait une scierie. J'avais envie de travailler sur la mémoire industrielle, en fait, et il y a beaucoup de lieux, malheureusement, effectivement, qui sont des anciens lieux techniques, en tout cas, pas vraiment industriels dans ce cas-là, mais en tout cas des ateliers qui sont un peu désaffectés. Et là, c'était une scierie, donc il y avait un haut fer qui fonctionne avec de l'eau encore, et puis ce grand pan de montagne derrière qui s'appelait le Lançoir. La scierie s'appelle le Lançoir, tout simplement parce qu'en fait, le pierrier qui est derrière, au-dessus de la scierie, servait à balancer les troncs, parce que c'était plus rapide que de les faire descendre avec les chevaux, je sais pas quoi. Et donc, toute l'histoire de ce lieu aussi, qui a été assez violent, qu'on m'avait raconté pendant la guerre, l'occupation allemande, toute la vallée a été brûlée par les Allemands, sauf cette maison, parce que la mère de toute cette famille nombreuse de Sagards, on appelle ça des Sagards dans les Vosges, très pauvres évidemment, et elle est allée supplier les Allemands qui ont épargné cette maison. Donc il y avait une mémoire du feu dans cette histoire, et du coup... j'ai voulu voilà, faire quelque chose que je vous montre. Je vous montre la vidéo en fait de cet acte, de ce moment, qui est lié donc à la lumière, au tronc d'arbre. Et donc il y a été une performance en plein air en septembre, en partenariat donc avec des gens qui travaillaient le bois sur cette montagne et qui m'ont beaucoup aidé à préparer et même à mettre en œuvre ce moment. C'était l'époque du mini DV, hein, on n'avait pas encore les HD, ça se voit. C'était en public.
ça allait très très vite. Hein, la vidéo est un peu ralentie sur les premiers passages. Et en fait, il y avait 2 troncs, mais on l'a fait 3 fois, on en a remonté un parce que les gens ont demandé. Et ce qui était intéressant, c'est que comme la nuit tombait, c'était entre chien et loup, comme la nuit tombait, la sensation était assez différente en fait avec l'obscurité qui gagnait. Voilà. Donc ça, c'est des jeux complètement gratuits, hein, c'est vraiment des actes absurdes en fait, hein, et que j'aime beaucoup parce que c'est très peu de temps, hein, c'est une grosse mise en œuvre pour un truc qui a duré un quart d'heure. Donc il y avait 5 personnes qui filmaient, qui étaient réparties sur la montagne, donc en fait on peut rien rater quoi, dans un truc comme ça. Enfin tant pis si ça rate, ça donne autre chose, c'est pas grave, mais c'est assez proche quand même de la pratique aussi du théâtre en fait, hein, et du spectacle vivant. Donc je passe, ça a donné un autre projet un peu similaire dans un village des Alpes de Haute-Provence, ces petits villages qui sont sur une butte comme ça, où il y avait 2 églises, une en haut, une en bas, et du coup le projet s'est appelé Entre chien et loup, et c'était pas toujours entre chien et loup. Et puis j'aime bien les choses entre, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, c'est-à-dire les choses qui sont pas forcément définies, ces espèces d'intervalles comme ça, comme justement le moment où on passe entre la lumière et l'obscurité, c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça a fait comme une espèce de jeu dans les cafés là, ça s'appelle comment? Quand on joue là, dans les cafés, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Cette boule qui descendait comme ça, elle se baladait dans les petites rues, et elle se cognait un peu au mur, et puis à la fin, comme il y avait moins de pente, les gens la poussaient un peu, ou la dirigeaient aussi pour qu'elle n'aille pas, même si elle était protégée par des chambres à air, qu'elle n'aille pas casser les voitures qui étaient malgré tout encore garées là, il fallait être un peu délicat, ni renverser des gens qui auraient pu sortir de chez eux. Donc voilà, ça s'est très bien passé en fait, voilà. Et à la fin, ça a fini en espèce de corrida avec les gens qui disaient allez, on va y arriver, puisqu'il fallait la pousser un peu, ça remontait, enfin, il y a des faux plats, c'était assez drôle. Bon, je vous montre pas toutes les vidéos parce qu'autrement on en a pour 3h30. Donc je continue dans l'idée du land art, du in situ, c'est un peu plus proche du land art, sans en parler. C'est un projet pour les environnementales en 2004, où en fait la particularité de cette manifestation qui se passait dans une école de commerce, d'une école de la chambre de commerce, pas du tout une école de commerce, une école plutôt technique liée au travail de la terre, il y avait des jardiniers, il y avait aussi des chauffeurs d'engins de chantier. Moi j'ai toujours beaucoup aimé ces gros engins, en fait je trouve ça assez fascinant. Et donc là, j'ai proposé, dans le cahier des charges, il fallait travailler avec des élèves. Donc l'idée, c'était de travailler avec les élèves, les conducteurs d'engins de chantier, de travailler sur Lilith, qui est une légende que j'aime beaucoup, qui est, en 2 mots, c'est une légende juive, en fait, en relation avec la Bible. Et Lilith serait la première femme d'Adam, celle dont on raconte dans la Genèse que Dieu a recoupé la terre en 2 comme ça, puis il a fait deux parties égales. Et en fait, après, si on lit bien, il y a une deuxième naissance de Ève avec la côte. Ève sort de la côte, Dieu prend une côte d'Adam et en fait Ève. Donc cette première fabrication de la femme, on ne sait pas ce qu'elle est devenue cette femme. Et donc ça a donné cette légende de Lilith. Et Lilith aurait été chassée du paradis originel parce qu'elle était trop égale et que Adam en avait marre d'avoir cette femme qui était aussi autoritaire que lui, aussi égale que lui, tout pareil, et qu'ils n'arrivaient pas à créer de hiérarchie. Et en fait, il y a des sociologues qui assimilent ça aux premières sociétés matriarcales, en fait, et ensuite aux sociétés patriarcales. Donc Ève est vraiment le symbole de la société patriarcale, de la mère, de la femme qui est au foyer et qui crée une famille. Et Lilith serait le symbole de toutes les autres femmes qui existent, malgré tout, c'est-à-dire toutes celles qui n'ont pas forcément d'enfants, qui n'ont pas envie d'être mères, ou qui sont les deux, enfin qui sont plein de choses. Et elle est devenue d'ailleurs parfois le symbole de féministes aux États-Unis. Et en tout cas, moi j'aimais bien cette espèce de regard comme ça, d'une femme libre qui est donc transformée en démon ailé dans l'histoire et qui survole la terre. Donc j'ai imaginé ces traces d'engins de chantier, en fait, qui labourent que serait devenu le paradis originel, et le regard de Lilith sur tout ça. Donc ça, c'est par exemple la maquette, pour étudier comment l'engin de chantier pouvait avancer, reculer, parce qu'on ne peut pas le soulever, même si ça, la maquette, je l'ai fait avec un petit Dinky Toy, mais après, on n'échappait à aucune trace, en fait.
Donc il fallait étudier comment ils pouvaient faire demi-tour et repartir et exprimer un être humain avec tout ça. Donc le bleu c'est marche avant, puis après c'est marche arrière, enfin voilà. Donc tout était préparé. Ensuite on a fait des tracés, repérage, quadrillage au sol, des tracés agrandis au carreau, des agrandissements très simples. Et puis voilà, on a tracé avec donc les lignes claires, c'est la terre avec laquelle j'avais tracé ah oui, on la voit ma souris, c'est ça, donc c'est bien. C'est avec laquelle j'avais tracé le chemin pour le conducteur. Et puis, voilà, après, depuis une nacelle, en fait, j'ai fait une vidéo. Et donc, le public voyait cette vidéo dans l'engin de chantier. Donc, cette espèce de vision surplombante, en fait. Et en fait, les gens ne voyaient absolument jamais la réalité de la forme qui était tracée au sol, quoi. Ils ne la voyaient que de loin. Donc, voilà, ça, c'était un autre projet. Et je continue sur Wettwiller, un projet plus récent. Je crois même que je finis là-dessus pour ce qui est de ce travail, de mon travail en tout cas, momentanément. Ça c'est une commande donc à Wettwiller. Donc on a parlé un petit peu de la fête de l'eau qui a été initiée en fait au départ par les grandes sources de Wettwiller, même si maintenant c'est complètement séparé et c'est géré par une association. Mais donc l'ancien propriétaire des grandes sources de Wettwiller, François Schneider, a créé une fondation dans un bâtiment, l'ancien bâtiment d'embouteillage très vétuste à l'époque qu'il a gardé quand il a revendu les sources. Et donc cette fondation pour l'art contemporain sur le thème de l'eau, donc vous comprenez bien qu'à Wettwiller, on en parlera après, mais il y a deux structures. En fait, il y a une structure toute l'année très grande, très chic, énorme, qui fait des expos sur le thème de l'eau. Et puis il y a une structure associative qui continue depuis donc 19 ans et qui fait une manifestation sur 15 jours, très proche de la population, avec beaucoup de moyens du bord, beaucoup de bénévolat, beaucoup de pédagogie, beaucoup de mise en réseau. Et donc c'est assez amusant parce que c'est vraiment deux façons de pratiquer l'art, mais qui cohabitent très bien, on travaille ensemble, mais voilà, on n'a pas les mêmes façons de travailler forcément, quoi. Et donc quand la fondation, les travaux ont commencé, il y a eu un petit appel à projet pour faire une fontaine à cet endroit-là du bâtiment. Et donc, donc j'ai réalisé ce projet qui est en fait une mise en abîme de la montagne qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, une des premières fois où je suis arrivée dans le coin, il y a au-dessus de Wettwiller un grand mémorial de combat de la guerre de 14-18. 14-18. et en fait, à l'époque, en fait, il y avait une carte, elle existe toujours en fait. Les soldats pendant la guerre qui étaient restés coincés là-haut, presque à 15 mètres les uns des autres, il y a encore des quantités de vestiges, des tranchées allemandes et françaises, et ils avaient personnifié la montagne. Et donc sur la carte, il y avait écrit cuisse gauche, cuisse droite, jambe gauche, entre-cuisse. Et voilà, ça c'est la carte touristique du coin, c'est assez marrant. Et comme c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ce rapport à la personnification des paysages, aux assimilations qu'on peut faire entre la planète et le corps humain, en fait, je suis partie sur cette symbolique un peu, donc d'un espèce de corps couché. Là encore, c'est pas forcément facile de le lire. On peut le lire quand on monte sur un escalier qui mène à la mezzanine, mais c'était quand même prévu par rapport justement à la circulation dans l'architecture. Et donc, ce corps de femme qui est baigné par des sources en fait qui irriguent ses pieds. Et puis quand on descend l'escalier qui est à droite, là, en fait, on se retrouve vraiment dans le paysage, c'est-à-dire qu'on change d'échelle et le regard peut descendre et se retrouver au niveau du village, en fait. Et voilà, donc ça c'est un autre projet, c'est du in situ, mais du in situ qui dure, voilà. Mais c'est quand même du in situ parce qu'il est vraiment conçu en lien avec ce lieu, il n'aurait pas vraiment de sens si on le changeait d'endroit, en fait, et en lien même avec l'architecture, en fait. Donc c'est pour montrer plusieurs façons en fait de travailler avec un espace et avec des techniques toutes très différentes en fait, si vous remarquez. Mais ça j'aime bien aussi. En fait, ça c'est de la résine polyester. Ça a été moulé sur une maquette en polystyrène. Voilà, c'est un peu différent. Et donc du coup, voilà cette montagne, donc ce Molkenren, dont on voit le sommet là en vrai, il m'a amené à Wettwiller, donc le village qui est là en bas. Pour créer cette fête de l'eau. Donc je vais essayer de vous parler de cette autre pratique, d'évoquer rapidement tout ça, parce que c'est vrai que
très vaste sujet, en fait, sujet de réflexion, c'est-à-dire que c'est comme une espèce de terrain de réflexion sur les relations que peut avoir le public avec l'art, dont je ne me rendais pas du tout compte au début, c'est-à-dire que moi je travaillais dans mon atelier, je faisais beaucoup de choses, pas vraiment du in situ justement à l'époque. J'avais plutôt une pratique solitaire et puis des choses dans le théâtre, des scénographies, donc là du travail en équipe mais un peu différent. Et donc petit à petit je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire en fait que d'être dans l'espace public, comme ça dans un village, comme on le disait, vraiment en lien avec les habitants très proches. Donc si je montre ces images-là, c'est pour montrer justement à la fois le côté technique, c'est-à-dire que j'ai quand même toujours été sur les échelles, quoi qu'il se passe, donc je suis dedans en fait. Donc cette année-là, j'avais invité 4 artistes. On m'a demandé de faire une fête de l'eau, un peu comme la fête de la bière, mais avec de l'eau. Bon, pas très drôle, donc il a fallu inventer quelque chose. Déjà, la fête de la bière, c'est pas marrant, mais alors... Donc, bon, l'idée d'inviter des artistes, évidemment, parce que c'est ce que je connais, et puis je savais bien que ce sont quand même les artistes qui renouvellent la manifestation tous les ans, c'est-à-dire que même s'il y a une thématique, on invente des choses, mais en fait c'est quand même, heureusement, il y a cette dizaine de projets d'artistes tous les ans qui fait tout, quoi, en fait. Alors, moi je me contente de mettre tout ça ensemble, quoi. Donc cette année-là, j'avais plutôt axé les choses, en plus du projet donc de ces artistes, déjà un peu de travail pédagogique, de choses un peu que faisait un peu tout le monde, les bonnes volontés, enfin, ce qu'on peut avoir un peu dans une manifestation comme ça, pas toujours de très bonne qualité, mais de bonne volonté. Et puis ce spectacle qui était le soir sur un étang où il y avait beaucoup d'amateurs, donc un troupe de percussionnistes qu'on avait monté, une troupe de danseurs et un mec qui faisait des vrais effets spéciaux de cinéma. Donc là on était en train de préparer. Là c'était la scène, hein, une scène flottante qui avait été faite, je ne vous raconte pas comment, mais elle a tenu. Et ça c'est un grand promontoire pour faire les effets de feu, puisque mon pari c'était que je voulais pas qu'il y ait d'électricité. On était dans la campagne, et il fallait rester dans la campagne sans électricité. Donc c'était encore entre chien et loup. Le début, il y avait très peu de lumière, juste des effets de son, c'était très intime. Et puis petit à petit, quand la nuit est tombée, voilà, il y a eu des effets de feu, d'aluminothermie, donc de torches. Ça c'est l'aluminothermie, c'est-à-dire c'est une réaction chimique qui fait que quand on embrase l'aluminium, le métal monte en fusion, et là il s'est coulé comme ça dans l'étang, et puis voilà, il y a eu une succession de trucs comme ça, avec des effets d'eau. Il y avait des pompiers quand même qui avaient apporté leur groupe électrogène pour faire des effets de pulsion d'eau. Et voilà, tout ça c'était pour dire que cette première édition, vous voyez, ça c'est des œuvres, ça c'est un truc avec une machine à vapeur, mais c'était un peu gratuit, il y avait juste une machine à vapeur, puis un petit bout de nuage. Ah oui, il faut que j'arrête parce que j'ai mis une minute. C'était un peu... voilà, on a senti vite qu'il fallait que ça prenne une identité un peu plus vraiment art plastique, enfin, c'est-à-dire que d'une part dans la relation avec les artistes, il faut donner envie à des artistes de bonne renommée de venir, et ensuite même par rapport à nous, pour savoir exactement ce qu'on faisait pour affirmer vraiment ce qu'on avait envie de défendre, quoi, une qualité de l'art. Donc du coup c'est devenu peut-être un peu plus abstrait, parfois un peu plus exigeant. Bon là je vous mets des images un peu rapides de plein d'années, il y en a forcément énormément, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement eu, je vous dis 10 artistes par an, et on vient de finir la 19e édition, donc c'est énorme, quoi. Avec des choses plus ou moins réussies, mais globalement quand même pas mal, et plein de thématiques, et moi je m'attache beaucoup à ce qu'il y ait beaucoup de modes d'expression différents, c'est-à-dire pas uniquement du in situ, justement, parfois des sculptures, ça c'est une pièce du Frac par exemple, de Anne Ferrer, parfois des choses donc faites pour l'occasion, Jean-Luc Bichot là, que vous voyez là, ça c'est une année sur l'animal, puisque c'est autour de l'eau, mais il y a un peu d'eau dans tout, donc ça facilite quand même. Ça c'est l'année où Morgane était là sur l'humain, ah non, ça c'était sur la forêt, voilà. Et voilà. Surtout, toutes les problématiques donc, posent, vous voyez toutes ces œuvres implantées comme ça, au milieu voilà, de gens qui vont voir ça, parfois le soir en rentrant du boulot, voient un truc, parfois font vraiment une visite avec un médiateur, ça s'est beaucoup développé au fil du temps, mais on n'y pensait pas forcément au début, et qui se retrouvent en face d'œuvres où il leur faut des explications, parce qu'ils ont l'impression que c'est extrêmement compliqué, alors que parfois c'est pas du tout compliqué, mais c'est un langage en fait qu'ils ne comprennent pas.
Et je vous laisse regarder parce que vous allez comprendre en fait. Et puis voilà, on en parle après. Ah non, c'est pas encore ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, excusez-moi. Voilà. Il y a une petite vidéo qui a été faite en 2006 ou 2007, je ne sais plus. 5 minutes. C'est la démystification de l'art contemporain. Qu'il a le devant des publics, rentrer dans les cours de liaison, de rentrer dans les garages. Je trouve que c'est un gros plus pour le village. On part comme ça. Ouais. Ça met un peu d'animation dans le village. Et des questions, beaucoup de questions de la part des concitoyens qui ne sont pas spécialement branchés sur l'art moderne, qui posent des questions sur ces réalisations. Voilà. À la vue, en particulier de l'œuvre qu'elle a, suscite beaucoup de questions. On se reste sur le bon. Cet art moderne, c'est pas figuratif, vraiment, il faut essayer d'avoir des explications de l'artiste. Oui, enfin, je suis contre la ferronnerie que vous avez montée sur la place Thiers. C'est ça, de l'art, le concours de l'art. Ça ressemble à rien du tout, hein. Et ça fleurit tous les ans à la même époque. Une forme entre ce projet de tour de la Troisième Internationale et la spirale intérieure du Tondo Doni de Michel-Ange, qui forme une spirale baroque ascensionnelle. Ça, c'est une œuvre qui est obstinément dans la mécanique. Et donc, elle est dans la sans aucune faille. au niveau des écoles maternelles ou des écoles primaires, ils font beaucoup de travaux là-dessus. Ils s'investissent énormément et le fait de pouvoir le montrer aux parents,
d'y participer. Et puis moi, je suis heureuse d'être là et de rencontrer d'autres personnes. Et voilà, on communique beaucoup autour des œuvres qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. C'est vrai que l'art contemporain, c'est quelque chose de très personnel. Hein. Chacun a son avis à émettre et chacun le donne. Et je trouve que c'est très bien. Et si les gens sont désemparés, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce langage. Mais justement, l'intérêt de cette manifestation, c'est de leur donner à voir autrement, petit à petit. Voilà. Donc, vous voyez l'ambiance, c'est très mitigé en fait, et c'est ça qui est amusant, et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours une proportion de gens qui sont complètement hermétiques et qui sont même carrément réfractaires, je vous en parlerai tout à l'heure, et puis des gens petit à petit, des gens qui ont toujours été curieux, des gens qui évoluent petit à petit. Moi j'ai l'impression qu'on convainc à peu près une personne par an, vraiment, mais ça a l'air peu, mais en fait c'est quand même beaucoup, quoi. C'est-à-dire que sur 1600 habitants, il y a à peu près une personne par an qui non seulement n'est pas hostile ou enfin continue à regarder avec curiosité, mais qui tout d'un coup se dit que dans ces langages-là plastiques, il y a quelque chose qui peut apporter en fait à un regard sur le monde, à la vie du village, à montrer les choses autrement, enfin voilà. Donc du coup c'est pas mal, quand on est de bonne humeur, positif, on se dit que c'est déjà pas mal, voilà. Il y a des jours où on se dit que c'est pas beaucoup, mais bon. Donc évidemment je parlais de médiation, on s'est très vite rendu compte, pas tout de suite hein, quand même, ça a attendu 4-5 ans, se rendre compte qu'il fallait accompagner donc, le public. Et donc il y a eu beaucoup de formations de médiation, beaucoup de réflexions entre les médiatrices. Alors tous les ans on monte une équipe pour 15 jours, quoi, hein, en moyenne 3-4 personnes qui ont un peu l'habitude, et puis presque autant de stagiaires, enfin pas tout à fait, mais 2-3 stagiaires au moins, qui sont formés du coup à accompagner aussi des groupes. Donc il y a des groupes d'adultes et puis des groupes d'enfants. En médiation, on essaye toutes les formes Alors, après, on s'est rendu compte que de donner trop d'explications, c'est un peu frustrant parce que, en fait, on n'a pas à expliquer les œuvres, justement. Les œuvres, ça s'aborde. Alors, c'est bien de donner quelques petites notions sur ce qu'est l'artiste, sur un peu ce qu'il cherche en général, mais surtout pas dire aux gens ce qu'ils doivent ressentir, penser ou comment ils doivent interpréter, parce que ça, c'est pas drôle. Donc on essaye la pratique. Donc cette année on a créé des visites ateliers, hein, donc là c'est du light painting, il y avait d'autres choses dans la visite atelier, du volume, que les gens manipulent eux-mêmes des choses, et petit à petit, même des choses assez puériles en fait, qui peuvent marcher très bien pour des adultes, qui n'ont pas du tout de pratique en fait. Des visites saveurs, ça c'est un chef qui est venu concocter des plats en relation avec les œuvres, leurs couleurs, leurs formes, etc. Comme c'était un vrai chef, c'était en plus très bon. Très surprenant quand même, là c'était des meringues avec des olives noires par exemple, et des fleurs de thym en référence à des photos noires et blancs de montagnes qui étaient dans l'eau, et c'était marrant parce que c'était quand même très très bon, puis il en a fait 5-6 comme ça assez rapidement, et c'était amusant parce que c'est une autre façon d'aborder la discussion et de trouver d'autres références quoi, que juste la référence à l'art. Bon, ça c'est des choses très intuitives en fait qu'on fait, et puis qui peuvent voilà, qu'on peut faire carrément autrement. Hein. Ça, c'est des visites lecture où il y avait des gens qui avaient cherché des textes en relation avec le thème de cette année qui était des réseaux. Donc il y avait pas mal de livres, des choses sur le labyrinthe, des choses sur les villes invisibles de Calvino, enfin des choses qui étaient étonnamment, qui pouvaient vraiment entrer en résonance avec les œuvres. Et voilà, il y a eu deux séances où les gens pouvaient s'arrêter, écouter quelqu'un lire pendant quelques minutes. C'était une page hein, en général, pas plus. Bon, les visites avec les enfants, les visites scolaires, justement, on s'est rendu compte, au début, on prenait les groupes sur une demi-journée. On en avait des tonnes comme ça qui venaient, 2h le matin, 2h l'après-midi. Nous, on finissait lessivés, on n'avait pas l'impression qu'il se passait grand-chose. Et on a pu mettre en place un dispositif qui permet de les accueillir sur la journée entière. Donc, du coup, il y a une médiatrice avec une classe pendant toute la journée. Et on s'arrête pour faire aussi des exercices pratiques. Donc, par rapport à, presque pas toutes les œuvres, on n'a pas le temps, mais un bon nombre d'œuvres. Ils ont une espèce de mise en œuvre comme ça, voilà, qui fait quand même référence à ce que fait l'artiste, même si c'est forcément des techniques légères et un peu spontanées en fait. Ça marche bien, c'est très bien. On
remplit tout le carnet de visite, parce qu'on ne peut pas avoir plus de 6 classes en même temps sur le parcours à peu près, plus un peu un dispositif pour des maternelles qu'on a mis en place aussi avec des contes, donc une autre façon encore d'aborder l'œuvre par une histoire. Et du coup on arrive à accueillir à peu près en 2 semaines près de 900 élèves en fait, ce qui est quand même beaucoup. Et après il y a saturation, c'est-à-dire qu'il y a trop de monde sur le parcours, on se bouscule, on n'arrive pas quoi. Puis on n'a pas les gens, enfin bon. Tout ça en formant les médiateurs stagiaires au début, donc en ne pouvant pas tout de suite leur confier les classes. Enfin, je crois qu'à ton époque, on faisait en confier tout de suite. Maintenant, on est vachement plus... ils ont une journée au moins de formation, c'est quand même beaucoup mieux, enfin, cette année. Cloque adore les lettres, elle met des mots, raconter des voix. Cloque les mots qui sont tables, elle mange des lettres qui brûlent à faire des mots. C'est une cloque magique, en tout cas, ce que est super rouge. Bizarre, est-elle gentille? D'où vient-elle? Est-ce que c'est un enfant ou une création? Et la cloque est à la cloque très rare. La cloque fait penser à un déguisement. La cloque est un gentleman. Elle veut vivre les amis. Elle ne cherche pas à être méchante. La cloque avec des ballons. Cloque est le plus gros ballon vivant qui ressemble à une pieuvre. Quand un bébé accroche une tente parachute. Elle ressemble à un années qui s'appelle les cloques se déplaçaient comme des fuseaux de manger avec des chaussettes. Cloque la taille Donc je laisse défiler un peu, c'est un peu long. En fait, c'est la vidéo qu'on avait faite qui était présentée sur le parcours, puisque les œuvres pédagogiques, les projets pédagogiques sont toujours présentés en spécifiant bien ce que c'est à côté des projets des artistes. Et donc ils ont, avec les mots, donc les réactions, vous avez compris qu'ils ont eu en voyant cette cloque rouge, donc qui se mettait à s'agiter dans leur classe. Ils ont écrit des tas de choses et avec les feuilles de papier qui ont été ensuite, ça a été agrandi, démultiplié, ils ont fabriqué ces cloques de papier et ils ont fait une performance qui a été filmée. Et du coup, ça a vraiment fonctionné donc avec les 3 groupes et à tel point qu'ils ont pu, il y avait un projet, il y avait une performance pour l'inauguration avec des adultes. On n'avait pas assez d'adultes parce qu'il en fallait 40. En fait, le rêve d'Anaïs Leliev, c'était d'en avoir 40 et on n'en avait pas tout à fait assez. Et il y a donc 14 enfants qui ont fait la performance avec les adultes dans les rues de Wattwiller le dimanche d'inauguration. Alors, je vous montre ce que ça... Je vous montre, voilà, ça donnait ça en fait. Donc il y avait dans toute la rue, comme ça, il y avait ces tas rouges qui au début étaient, qui avaient l'air d'être des tas de chiffons en fait, parce que les gens étaient complètement accroupis dedans, enfin allongés, tel point qu'il y a même une personne qui voulait sortir de chez elle et qui me disait non, c'est pas le moment. Enfin bon, on voulait pas dévoiler, c'était une surprise en fait. Ils étaient arrivés à se rentrer on avait fait le discours au coin de la rue en emmenant les gens un peu loin pour que les gens qui faisaient la performance aient le temps de rentrer dans les tas de vêtements rouges, qui ne restent pas non plus 3/4 d'heure sur le maquillage. Et personne donc ne savait qu'il y avait quelque chose dans ces tas. Et donc il y a quelqu'un qui voulait absolument passer en voiture, il y avait tous les gens là, non, au secours, c'est absurde. Et on est arrivé à obtenir qu'ils n'y aillent pas. Mais ça a été très dur parce que les gens, quand ils sont au volant de leur voiture, c'est pareil là-bas qu'ici, hein, ils sont au volant de leur voiture, quoi. Donc il n'y a aucune raison qu'on les empêche de passer quelque part, même si la circulation est coupée, qu'il y a un arrêté préfectoral, peut-être tout ce qu'on veut, quand même, quoi. Et donc en fait, petit à petit, donc ça se mettait à bouger à peine un tout petit peu, puis plus. Puis après, cette espèce d'agitation un peu frénétique, comme on voyait dans le début de la performance à l'école. Et voilà, c'était très amusant, quoi. Donc, avec des réactions des gens, alors après, on ne fait pas d'interview, hein, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est juste, ils sont juste étonnés, et puis je crois qu'ils étaient assez contents, en fait. Ça a duré quoi, 10 minutes, c'était pas mal.
Donc dans les partenariats, je continue sur les actions, en fait, sur tout ce qu'entraîne un peu cette manifestation. Ça, c'est un travail avec un centre socio-culturel qu'on a initié il y a pas mal d'années, et puis qui était plus fort cette année. Il y a donc une artiste qui est intervenue pour faire l'idée, c'était de faire des portraits des mères et des enfants, donc quelque chose sur la famille. Le thème cette année, c'était réseau. Alors, parfois, le rapport à l'eau est un peu tiré par les cheveux, mais enfin, au bout de 19 éditions, on se donne quelques libertés, parce qu'autrement, le robinet, voilà, il est tout de suite, voilà. Et donc, elle a travaillé. Donc à la fois, il y a une formation des animatrices en fait de ce centre socioculturel à l'art, donc à des pratiques artistiques. Là, en l'occurrence, la photographie, le portrait. Qu'est-ce que faire un portrait de quelqu'un? Qu'est-ce que le mettre en scène? Comment le mettre en scène dans l'espace? Là, l'idée était donc de photographier tous les gens dans l'espace, dans le quartier, qui est un quartier, quand il y a centre socioculturel, c'est qu'en général, il y a un quartier mal fichu, mal construit et qui pose des problèmes. C'est toujours comme ça, quoi. On met le centre socioculturel pour aider, c'est leur boulot. Et donc voilà, donc il y a eu ces prises de vue donc dans toute la ville, en fait, qui ont ensuite été exposées à Wattwiller chez les habitants. Donc en fait, on a demandé à tous les habitants d'un côté d'une rue de prêter leurs fenêtres. Il y a des fenêtres assez basses sur une des rues, et donc ça fait des cadres parfaits. Donc on a mis les photos à l'intérieur, chez eux, et donc il y avait un petit côté aussi intime, mais un peu voyeur aussi, mais intime quand même, lié à la famille en fait, et qui marchait assez bien avec les images. Et puis juste 2 grandes bâches qui étaient pour marquer un peu le début et la fin de l'accrochage de l'expo, puisqu'il y avait donc 16 portraits. Au début, il y en avait que 10 prévus, on avait très peu de candidates, et puis petit à petit, quand elles se sont vues les unes les autres, il y a quelque chose qui s'est délié, malgré la difficulté d'aller dans l'espace public pour certaines cultures, en fait, d'ensuite être exposé dans l'espace public, ce que tout le monde a accepté. Et on s'est rendu compte que ça n'était pas anodin, puisque l'une des 2 grandes bâches, là, donc on a inauguré le dimanche de Pentecôte, en fait, et le lundi soir, enfin le mardi matin, on a retrouvé une des 2 grandes bâches arrachée et roulée en boule devant la porte d'un des membres de l'association. Il y avait eu déjà la veille une dame qui était passée en criant « Ah, mais c'est pas l'Algérie ici, on veut pas de ça chez nous », enfin... Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des amalgames incroyables faits entre des coutumes, enfin des dames voilées, et puis des attentats, que les gens disaient oui, mais si vous cherchez les ennuis, c'est normal que vous les ayez. Enfin, voilà, cette série de photos qui était un travail sur la maternité pour nous, le thème si belle, le rapport, des mères avec leurs enfants, toutes sortes de mères en fait, avec leur vie, quoi. Et tout d'un coup devenu un espèce de truc. Il y a donc quand même 5 personnes qui ont téléphoné à la mairie pour porter plainte. Incroyable, quoi. Se rendant pas compte qu'en fait c'était eux qui faisaient un acte illégal, quoi. Puisque c'est un acte raciste de porter plainte contre des photos de gens qui sont... parce qu'en fait les prétextes étaient quand même que des prétextes racistes, quoi. Il n'y en avait pas d'autres. Enfin voilà, ça fait donc... ça fait partie aussi, on se rend compte quand même que... voilà, rien n'est anodin, quoi. Alors il faut surtout pas, moi je pense qu'il faut surtout pas y penser avant, parce que si on avait pensé à ça avant, on l'aurait jamais fait, et que ça aurait été extrêmement dommage, notamment pour tous les gens qui ont trouvé ça bien, pour les dames qui n'ont pas vraiment été au courant de ça, parce qu'on n'en a pas trop parlé, et qui ont fait toute cette démarche-là, jusqu'à venir sur place à Wattwiller, alors que dans les quartiers, les gens ne sortent pas tellement de chez eux, en fait. Donc voilà, il y a du travail à faire avec tout le monde, en fait, et pas forcément voilà, parfois c'est des gens avec lesquels on ne pense pas qu'il faut travailler et qui nécessitent le plus de boulot. Il faut quand même dire que dans ces villages de campagne, comme dans beaucoup d'autres régions de France, il y a plus de 30% de vote extrême droite, hein, alors que là, à Wattwiller même, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'à Wattwiller, il n'y a pas d'immigrés du tout, quoi, en fait. Donc c'est bien sûr ces endroits-là où les gens fantasment comme des fous et posent des vrais problèmes. Donc voilà, donc c'est un peu, vous voyez, toutes les questions en fait que pose cette manifestation par rapport à tout le monde, et en fait on ne résout jamais rien. C'est-à-dire que la population change, évidemment elle rajeunit, donc
On se dit qu'il y a des gens peut-être qui ont commencé à travailler avec les artistes il y a 19 ans quand même, puisqu'il y a toujours eu des projets artistiques, que les classes sont toujours venues. Enfin, les habitants de Wettwiller, on pense qu'ils ont été formés. On n'est pas très sûr, il ne reste pas grand-chose quand même, enfin pas sur tous en tout cas. Il faut peut-être encore plus de temps que ça. Pour mesurer l'impact réel, c'est pratiquement impossible. Je crois qu'il y avait eu un colloque à Beaubourg il y a 7 ou 8 ans, peut-être un peu plus, sur justement, plein de spécialistes de l'art contemporain et des pratiques de médiation, ils avaient essayé d'évaluer l'impact, et en fait, la conclusion du colloque, c'était qu'on ne pouvait rien évaluer du tout, que c'est impossible de savoir, en fait, parce que ça passe par des quantités de biais, en fait, savoir ce que ça fait à quelqu'un d'avoir rencontré une œuvre une fois dans sa vie, ou même 10 fois dans sa vie. Voilà. Donc, pour l'instant, ou alors ils étaient peut-être tous... Comme moi en ce moment, en fait, où je me dis, est-ce que je fais une enquête auprès des enfants qui avaient 5 ans en 1998 lors de la première fête de l'eau, ou alors j'ai peur de tellement me prendre une claque que je préfère pas la faire, quoi, voilà. Donc, bon, puis je les trouverai pas tous, enfin bon, je sais pas. Donc voilà, pour conclure, je vous montre le dernier projet tubulure et hypoderme parce que ça revient sur ma pratique, donc ça m'arrive pratiquement jamais, mais là j'avais envie de faire un projet parce que ce thème réseau en fait a fait remonter cette idée qui est une vieille idée que j'avais par rapport à ce village où j'ai entendu depuis longtemps des tas d'histoires sur des cours d'eau souterrains, sur des gens qui deviennent fous parce qu'il y a trop d'eau qui passe sous leur maison, des problèmes de sommeil, des enfants qui font pipi au lit pendant des années, puis parce qu'il y a une source qui passe sous leur lit, c'est à l'air idiot, mais en fait ça fait vraiment cet effet-là, il paraît, je sais pas. Et du coup je savais qu'il y avait plein de réseaux souterrains, donc j'ai travaillé avec un géobiologue, en fait, un sourcier, et on a cherché ensemble tous les réseaux souterrains dans une partie du village et dans la cour de l'école, parce que j'ai aussi fait un projet pédagogique, parce que je trouvais ça important que les enfants qui habitent là, ils rencontrent ça. Et voilà, donc dans une portion du village, j'ai peint au sol les réels réseaux d'eau souterrains, c'est-à-dire que devant l'église, il y a réellement une rivière qui rentre dans l'axe de l'église et qui fait 3,20 m de large, et en fait qui en croise une autre, alors qu'on voit là, en fait, et qui fait quand même une croix au niveau de l'autel, quoi. Alors donc on sait très bien qu'il y avait des pratiques, que ça se savait, tout ça c'est ancestral, et que les lieux de culte étaient construits souvent sur des lieux à fort potentiel énergétique. Il y a toujours beaucoup de magnétisme quand il y a des croisements d'eau, c'est pour ça qu'on dort mal ou que ça déclenche des maladies ou des choses comme ça. Et voilà, et donc là moi j'en ai eu la preuve, ça m'a pas mal amusé en fait. Donc bon, voilà les quelques réseaux qui ont été révélés. Tous les autres traits, ce sont les tubulures, donc les réseaux canalisés, qu'au début je voulais tracer, mais voilà. Après j'ai eu des problèmes avec la municipalité qui ne voulait pas qu'il y ait des traits qui restent trop longtemps par terre parce que c'est une route départementale, il y a des règles, et puis c'est quand même pas très, ça fait bizarre, c'est pas très, on sait jamais, les gens pourraient se poser des questions, c'est pas très propre, enfin c'est quand même l'Alsace, tout est nickel, alors des vieilles traces de peinture, et je trouve que ces bombes de marquage au sol qu'on utilise dans les chantiers, en fait, que je voulais utiliser parce qu'il y avait une école, encore un lycée qui a cette formation et que c'était intéressant, c'est eux qui devaient le faire avec moi. Ça part au bout de 3 mois, quoi. Mais bon, on peut rien faire vraiment, on peut pas vraiment les enlever. Donc ça leur plaisait pas, donc j'ai laissé tomber les bombes, les tubulures, il n'est plus resté que l'hypoderme en fait, puisque ce sont des veines, hein, c'est des veines d'eau, et c'est toujours ce rapport à la peau, au corps et à la montagne qui devient un grand corps, toujours le même corps de femme en fait que celui des soldats de la guerre de 14, hein, mais donc voilà, là on a vu ces veines. Et donc voilà, ce qui était exposé c'était ça, donc on a fait des photos qui étaient beaucoup plus précises que ça. Là, c'est l'écran avec un drone, en fait. Donc, c'est un assemblage de photos de drone et dont le montage faisait 2 mètres et qui était, on voyait vraiment très, très clairement toutes ces réseaux, donc les quelques-unes en tout cas qu'on a pu rechercher. Et c'est marrant parce qu'il y en a pratiquement à chaque fontaine, en fait, il y a un réseau qui passe à proximité. Alors je me suis demandé si dans l'ancien temps c'était ces sources souterraines qui alimentaient les fontaines, mais j'en sais rien en fait, mais c'est amusant quoi en fait. Voilà, et donc je terminerai l'exposé là-dessus pour vous laisser poser des questions, parce que comme ça j'arrête de vous épuiser. Merci beaucoup. Qui souhaite intervenir
Avez-vous des questions? Bon, oui, j'ai une petite question, c'est peut-être un peu indiscret, mais pour avoir monté des projets dans des villes comme ça, quel est votre modèle économique? C'est-à-dire, comment vous faites pour avoir tenu 19 ans? Parce que c'est assez rare quand même que ça arrive. Ouais, c'est beaucoup d'artistes, avec beaucoup de déplacements, de matériel, j'imagine que... Il faut savoir que depuis la première année, les artistes sont rémunérés. Oui, voilà. Mal, mais enfin quand même. C'est-à-dire que c'est aussi un des chevaux de bataille. Et donc, c'est une association et on cherche tout le temps de l'argent en fait. Il y a beaucoup de bénévolat, c'est-à-dire qu'il y a plus de 25% du budget qui est du bénévolat ou des échanges. Il y a beaucoup de gens mal payés. Moi-même, je travaille à peu près au SMIC, à peine, depuis 19 ans, mais pas à temps plein, heureusement, donc je me rattrape. Et puis c'est pas grave, enfin, il y a autre chose, quoi, en fait, il y a quelque chose. Et puis c'est de l'argent public, en fait, principalement, c'est-à-dire qu'on a tout le millefeuille français, depuis la DRAC jusqu'à la commune, en passant par le département, le conseil. Ah bah oui. Alors ça, on a eu beaucoup de chance, parce que comme au départ, ça a été initié par une entreprise, le fait que ça a été initié par une entreprise, du coup, tous les partenaires publics ont suivi. Et maintenant, ils n'osent pas trop arrêter complètement. Enfin, l'entreprise nous donne pratiquement plus rien. Les sources donnent 1 000 € par an, donc c'est quand même pas grand-chose. En partenariat privé, on a beaucoup de mal. On arrive à trouver des petits trucs, mais vraiment pas grand-chose. Parce que il y a des échanges techniques un peu. Mais l'art contemporain n'a pas bonne presse quand même. L'art en général n'a pas du tout bonne presse, quoi. Donc, quand on regarde toutes les fondations, c'est plutôt maintenant solidarité. Alors, en même temps, on travaille beaucoup sur la solidarité, mais comme il y a quand même toujours cette image de création, c'est pas ça qui est le plus porteur. Alors qu'il y a 10 ans, ça aurait pu être, c'était beaucoup mieux en fait, quoi. C'est très différent, quoi. Mais on continue à tenir. Mais donc, les budgets de production, c'est 500 €. Hein. Oui, mais c'est dans la moyenne. Voilà. Donc là, les artistes, ils ont 1 000 € de droits de monstration, pour la création, 500 € de frais de technique, un peu de frais de déplacement, parfois du transport s'ils sont loin, enfin ça dépend un peu desquels. Et ceux qui font des projets pédagogiques sont rémunérés au tarif normal de 50 € de l'heure, ce qui fait qu'ils gagnent un peu de sous, même si c'est du vrai travail, quoi. Mais du coup, voilà, le fait qu'il y ait les projets pédagogiques, ça permet parfois à certains artistes de rester plus. Et maintenant, on fait aussi des expos, 2 expos dans les médiathèques des villes alentours. Et maintenant, il y a un tout petit budget de 400 € par expo pour quand même payer les transports et des encadrements s'il y a besoin ou un petit peu de matériel. Mais c'est rien, mais c'est déjà admettre qu'un artiste, il vient pas juste pour la beauté du geste, surtout sur des territoires comme ça. Et ça, c'est ce qui a été compliqué à expliquer aux partenaires politiques qui disent « Ah, mais si, mais il y a plein d'artistes qui exposent gratuitement. » Alors, oui, il y a des artistes qui exposent gratuitement, mais quels artistes déjà, voilà. Donc si on veut faire venir des artistes qui ont un peu de pratique, qui ont un peu d'expérience, qui ont une certaine notoriété, même si c'est jamais connu un artiste contemporain, enfin les types d'artistes qu'on invite sont jamais vraiment connus du grand public, mais moi je sais qu'ils ont une pratique et qu'ils sont intéressants, enfin qu'ils ont un suivi en tout cas dans leur histoire, et puis qu'ils cherchent des nouveaux langages en fait, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Bah, du coup il faut... Voilà, c'est normal de les payer, même la journée du vernissage, quoi. Je sais pas, le plombier, enfin, bon, c'est déjà un exemple idiot, mais je donne souvent cet exemple-là qui est parlant. Le plombier ou le garagiste, et ben voilà, c'est normal qu'ils aient 300-400 € dans la journée. Et un artiste, voilà. Mais ça, c'est un truc, ça s'est beaucoup développé le combat autour de ça, et ça commence à passer dans les mentalités, mais il y a 15 ans, c'était même des gens des conservateurs du Centre Pompidou, des journalistes connus, des critiques d'art. Enfin, j'ai eu des discussions avec pas mal de gens qui disaient mais non, mais le marché de l'art est pas là. Alors je disais oui, bien sûr, le marché de l'art est pas là, il est dans les galeries. Mais sauf qu'un artiste qui vient à Wattwiller, c'est pas là qu'il va vendre des œuvres, et puis il rencontrera aucun collectionneur, hein, c'est clair. Enfin, à part un qui s'est perdu sur la route des Crêtes, mais c'est quand même pas, voilà quoi. De toute façon, même aujourd'hui, les aides à la création et tout ça ne prennent jamais en compte le paramètre de la vie des artistes. Ils peuvent budgéter la production, le transport et tout, mais leur vie... Et bien justement, moi je me bats pour que ça, et même par exemple à Arsena, quand moi je suis intervenue à Arsena, j'ai expliqué, il y avait des budgets de production
pris en compte. Alors c'était très bien, mais comme c'était moi qui faisais l'œuvre et le moulage, du coup il n'y avait plus de budget. Alors j'ai dit, bah non, mais ça va pas, ça, c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais la facture, quoi. Et du coup, ils ont fini quand même par accepter ça, mais ça a été une grosse bagarre en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait faire des tirages photos, c'est évident, on lui paye tout de suite ses tirages photos, mais le pauvre peintre ou le pauvre sculpteur qui bosse pendant des heures, et puis les sculpteurs en plus, c'est vraiment long, quoi. Eh ben non, c'est absolument incroyable. Mais bon, c'est juste un truc de... On a l'impression que les gens ne réfléchissent pas 2 secondes, quoi, en fait. C'est bizarre, quoi. Mais bon, ça commence un petit peu à bouger selon les endroits, quoi. Oui, je voulais savoir que vous avez beaucoup d'activités professionnelles différentes. Qu'est-ce que ça représente par rapport à ça, la fête de l'eau de Valvillers? C'est-à-dire, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Est-ce que ça joue aussi sur la façon dont vous évoluez dans votre travail par ailleurs, en termes de regard, de perspective sur les choses, que vous rencontrez d'autres artistes aussi, beaucoup dans ce cadre-là? Comment est-ce que ça... Ça a eu une influence évidente. Justement, ce rapport au in situ, c'est vraiment venu de là. C'est-à-dire que c'est venu des premières expériences de fête de l'eau, qui ensuite, bon, il y avait déjà le rapport au théâtre, au spectacle, ou des spectacles en plein air que j'avais créés, ou des choses comme ça, mais quand même, ça a eu une réelle influence. Et ça me prend un peu trop de temps, ça prend pratiquement un tiers-temps, en fait, ce qui est beaucoup, en fait, par rapport à ma pratique de travail. Mais voilà, c'est comme ça, parce que justement, pour répondre aux histoires de budget, je m'occupe de tout, en fait, pratiquement, quoi. Je suis la seule rémunérée un peu sur toute l'année, même si c'est pas du tout un plein temps. Mais du coup, je m'occupe de la communication, je m'occupe des recherches de financement, je m'occupe de chercher les stagiaires, d'encadrer l'équipe. Donc c'est un peu lourd, quoi. Surtout la communication, à l'heure actuelle, c'est de pire en pire, quoi. C'est-à-dire qu'on communique de plus en plus et les gens sont de moins en moins informés. Enfin, il y a un truc dont tout le monde parle, enfin, qu'il y a un réel problème. Il faut prendre chaque personne par la main pour... les gens sont complètement saturés d'informations, ils ne voient rien passer. Et c'est un vrai... Voilà, comment faire, c'est un vrai mystère. Et donc, oui, ça me prend du temps, mais en même temps, ça me nourrit, parce que c'est vrai que de voir les autres artistes travailler de très près, en fait, ce qu'on fait quand on suit comme ça des œuvres, de production d'œuvres, ça apprend énormément, donc c'est vraiment bien, quoi. Puis j'invite pratiquement que des artistes dont le travail m'intéresse pour... enfin, pas uniquement, mais il y en a un certain nombre que je choisis vraiment parce qu'ils me nourrissent aussi, quoi. Vous les rencontrez... comment ça se passe, la sélection des artistes? Des gens que je rencontre, oui, dont je vois des expos, dont... En fait, vous êtes obligé quand même de sortir en dehors de la... Ah oui, d'aller voir des trucs, d'aller voir des artistes, oui. Et puis, quand même, avec Internet, il y a beaucoup de choses aussi, on voit beaucoup de choses. Puis il y a des artistes qui m'envoient d'autres artistes, ça c'est bien, parce qu'en général, voilà, ça marche bien. Voilà, une fois j'ai fait un appel à projet, mais je suis pas très fan de ça, j'aime pas trop, ça se pratique beaucoup, mais on reçoit plein de dossiers, on comprend rien aux dossiers, enfin, c'est pas toujours bien fait, très inégal, et puis j'aime pas faire bosser les artistes pour rien, donc je demande juste qu'ils envoient leur travail, pas du tout un projet. Je trouve ça pas bien de faire un projet à quelqu'un gratuitement, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui envoient des petites notes d'intention, mais en définitive, ça m'a pas complètement satisfaite de faire ça, quoi. Mais c'est pas impossible, parce que j'étais à sec en fait. Enfin, j'arrivais pas à trouver sur un thème qui était au solide, c'était un peu difficile. Et du coup, voilà, j'ai fait comme ça. Donc il y a toujours des solutions aussi. Et puis on travaille aussi avec des écoles d'art, donc pas mal l'AIR de Strasbourg-Mulhouse maintenant en fait. J'aime bien faire des workshops avec des étudiants où il y a toute une part alors de choses exposées qui sont parfois un peu ratées, mais qui sont des expériences de jeunes artistes en fait, et c'est vraiment intéressant ça aussi. Voilà. Mais bon, il n'y a pas 50 artistes non plus, il y en a effectivement 8, 9, enfin c'est plutôt 8 ces dernières années que 10, mais pour des raisons financières justement. Qui reviennent Ah non, jamais. Non, il y en a 2, 3 qui sont venus 2 fois, mais vraiment parce qu'il y avait des projets particuliers. Non, parce qu'après ça fait des abonnements, quoi. C'est pas facile. Bon, après, moi je m'interdis rien. Hein. Enfin, on s'interdit rien. Moi j'avais une question sur est-ce que à la suite de la création de ce festival, il y a d'autres festivals qui sont montés dans la région
dans cet esprit-là d'art contemporain? Ou c'est resté quelque chose d'unique? Il y en a eu à une période qui ont arrêté. Il y a eu une période où il y a eu pas mal de festivals qui se sont développés un peu partout dans les années, je sais pas, au début des années 2000 en fait. Et c'est vrai qu'ils se sont tous un peu cassés la figure, souvent pour des raisons financières en fait, pas forcément par manque d'envie ou de... Enfin, il y a plein de raisons. Après, parfois c'est aussi parce que c'est toujours basé sur des volontés de quelques personnes, ce genre de choses, et qu'il suffit que les quelques personnes... nous, on a beaucoup changé. Par exemple, l'équipe a énormément changé. L'association n'est plus la même qu'au début. C'est-à-dire que c'est vrai que ça se continue. Il y a toujours des gens qui prennent le relais, mais ça prend des formes un peu différentes. Par exemple, maintenant, depuis cette année, c'est plus une association avec un président, un trésorier et puis un secrétaire comme il y avait avant. C'est un quintet. En fait, c'est c'est 5 personnes qui ont des attributions, qui se répartissent les charges et donc qui ont une responsabilité collégiale sur la manifestation. Parce qu'aucune n'avait la latitude de temps et l'envie d'être le président avec tout ce que ça comporte comme voilà. Donc, comme on a travaillé sur les réseaux, ça nous a permis de réfléchir à ce genre de choses et donc du coup, ils sont rentrés dedans et c'était très bien parce qu'en fait on devait renouveler, la présidente voulait arrêter, l'ancienne présidente et personne ne voulait le faire quoi. Et comme ça marche bien, c'est marrant. Donc ça peut prendre plein de formes. Et donc là, il y a plusieurs festivals qui se sont arrêtés, mais il y en a un nouveau qui a commencé l'année dernière, qui relie 5 ou 6 communautés de communes dans le Sungo, pas très loin. Et voilà, après on verra, je sais pas. J'espère pour eux qu'ils continueront. Oui. Et du coup, le bureau change. Oui. Ce que vous dites, c'est que le bureau maintenant change chaque année. Ah non, les 5 personnes là, en principe, c'est pour 3 ans en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Enfin, après, s'il y en a qui veulent arrêter, on peut pas les attacher. Hein. C'est quand même des bénévoles, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens. Ce qui est intéressant, moi je connaissais pas du tout le travail associatif. En fait, je suis pas très investie dans le milieu associatif. Avant, maintenant, oui, mais c'est assez admirable, quoi. C'est des gens qui se passionnent pour un truc, qui passent quand même beaucoup de temps. Hein. On se voit une fois par mois et ils font aussi des choses entre temps. Bon, puis à la période évidemment de la manifestation, c'est tout le temps, on accueille tous les artistes, il faut les nourrir, enfin rien que ces aspects-là, un peu pragmatiques, mais ça fait quand même beaucoup de monde, quoi. Et alors ils adorent ça, ils aiment échanger, les artistes sont hébergés chez les habitants, beaucoup les membres de l'association. Ils aiment ça parce qu'ils rencontrent, ils discutent de leur travail, enfin ça crée vraiment des choses, des liens même qui continuent après, hein. En fait ils se voient quand... Il y a des gens de l'association pour qui les vacances, c'est de passer d'un atelier d'artiste à un autre. En fait, ceux qu'ils ont rencontrés dans l'année ou quelques années avant, et puis ils vont revoir, quoi. En fait, c'est marrant, quoi. Donc, mais vous arrivez à les loger chez l'habitant? Oui, tout le monde. Ouais. Bon, ça fait pas tant de monde que ça non plus, mais il y a en fait l'association, il y a quoi? Il y a une vingtaine de membres actifs. Hein, c'est ridicule, quoi. Il y a un peu plus de membres qui soutiennent, qui prennent leur adhésion, mais qui font jamais rien, donc qui sont là, quoi. Mais c'est très peu de gens, oui. Mais bon, une dizaine de maisons, ça permet déjà de loger au moins 10 personnes. Certains, ils viennent avec leurs femmes, leurs enfants. Enfin bon, alors, heureusement, à Wattwiller, il y a des gens qui ont des grandes maisons. Mais ça, c'est le côté marrant aussi, sympathique. Et puis, il y a un lieu de résidence qui appartient à la communauté de communes, qui a été développé depuis le film qu'on a vu. Là, c'était le chargé de développement culturel qui est parti depuis, qui était très bien, en fait, enfin de développement local. Et il y a eu un projet dans une commune à côté, un abri mémoire, un musée historique, mais où il y a un studio qui a été transformé en lieu d'hébergement pour des résidences d'artistes. Donc, il y a cet outil-là, quand des artistes viennent pendant l'année travailler... Quand il reste 15 jours, 3 semaines ou une semaine même, d'être chez l'habitant, c'est un petit peu lourd parce que c'est trop... Voilà, ils n'ont pas la liberté de gérer leurs horaires, etc. Et donc on a cet outil de travail qui est quand même bien. Est-ce que vous avez vu ce genre d'exemple de festival à l'étranger, dans des pays assez proches? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui feraient ça, qui organiseraient ce genre de choses dans ces pays-là? Non, à l'étranger, non. En France, oui, il y a des choses en Bretagne, il y a des choses... il y a le vent des forêts en Franche-Comté. Nous, on est une association, on a fait 3 expos. Cette année, on fait la 3e. Mais on change de lieu. D'accord. Dans des villages aussi comme ça? On va faire Dole. La première année, c'était un Blanc à Bergerac.
on a fait la Dole, et là maintenant c'est à vous de messieurs. D'accord. Avec un problème de budget un peu. Ouais. Bon. Voilà. Ouais, c'est bien. Oui, moi je pense qu'il y en a beaucoup en fait, des petits. Nous, les gens ne nous connaissent pas hein, ailleurs que. Enfin, à part les gens qui ont participé. Je pense qu'il y a pas mal de manifestations comme ça, quoi. Oui, en France, oui. Oui, en France, oui. Ah, oui. Alors à l'étranger, je sais qu'il y en a en Belgique. Enfin, je vois passer de temps en temps des trucs, mais j'ai jamais. Non, je l'ai jamais vraiment rencontré de près, quoi. Peut-être qu'ils ne sont pas médiatisés, c'est-à-dire parfois c'est des choses qu'on ne connaît pas. Ben, c'est toujours le problème d'avoir des budgets de communication. Ouais, voilà. Dès qu'on veut atteindre une presse qui n'est plus locale, il faut avoir des gros financements de communication, quoi, en fait. Nous, on n'a pas de budget de communication, quoi. C'est simple. On a 500 €, enfin, le truc, c'est ridicule, quoi. La moindre insertion, même pour être dans le calendrier d'Art Presse, ça coûte déjà 130 €, quoi. Donc, oui, mais même, il faut avoir la vedette, c'est-à-dire ça sélectionne aussi par rapport à l'artiste qui est légitime à publier. Ah ben, on n'a pas d'article. Non, mais je disais le calendrier d'Art Presse, c'est les annonces qu'il y a à la fin. Après, on n'aura jamais d'article. Et de toute façon, dans les 3/4 de la presse française, si on ne prend pas un quart de page d'insertion, il n'y a pas d'article. Dans la presse artistique comme dans les autres, hein, faut pas rêver. Hein, malheureusement, les réalités économiques sont les mêmes pour tout le monde. Et donc, voilà, quoi. Donc, par exemple, nous, on est très suivis en local par les DNA et l'Alsace. Et je sais qu'il y a 4 ans, le responsable donc des DNA, c'est plutôt Strasbourg, le responsable du supplément culture, qui est vraiment le journaliste culturel, est venu et a fait un papier parce qu'il y avait un de ses copains qui exposait, tout simplement. Et il m'a dit clairement, mais de toute façon, moi je ne peux pas vous faire de vrais articles autrement parce que vous ne prenez jamais d'insertion. Et il fait passer d'abord les gens qui font des insertions, quoi. Voilà. Et donc cette année, il y a une des journalistes qui avait fait un gros papier qui m'a dit mais je lui ai envoyé, je comprends pas, il ne l'a pas passé dans le supplément culture, elle n'était pas contente et en fait moi j'ai retilté après, je me suis souvenue de ce qu'il m'avait dit, quoi. C'est-à-dire bah oui, voilà. Mais on a quand même une très bonne presse locale. Mais pour arriver à trouver des nationaux, je ne sais pas comment faire, moi on n'a aucun moyen, quoi. Il faut connaître un journaliste, il faut même, oui. C'est impossible, quoi. Il n'y a déjà pas de place dans les colonnes pour toutes les manifestations d'envergure qui se passent. Donc c'est vraiment le souci de la communication. Oui, c'est compliqué. Mais on touche déjà beaucoup de gens sur place en même temps. Donc ça va. Ouais, après, vous n'avez pas non plus la possibilité d'avoir énormément de public parce que c'est déjà énorme. Ah non, mais on n'a pas assez. On a clairement pas assez de monde. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez de monde. On a 3000 personnes en 15 jours, mais. Oui, mais c'est pas assez. En fait, il pourrait y en avoir beaucoup plus, quoi. Moi, tous les ans, je suis triste. Parce que si on enlève effectivement les 1000 scolaires, il reste 2000. Les circuits touristiques reprennent? Non, il y a un problème avec le tourisme qui est effrayant, quoi. Souvent, ces genres de manifestations, elles sont reprises par les circuits touristiques. Alors, mais par contre, on dure pas assez longtemps pour ça. Le problème du calendrier il est un peu absurde, notre calendrier. Mais il est lié au fait qu'on est chez des particuliers et que les gens, au bout de 2 semaines, avoir tout le monde qui déboule dans leur jardin, ça va, quoi. C'est déjà bien. Hein. Ils peuvent le faire 2 semaines, mais après, on ne peut pas leur demander tellement plus, quoi. Déjà, la pelouse est foutue. Non, mais bon, voilà. Alors ça, là, le côté sympathique de la manifestation, mais c'est un peu un problème que ça dure si peu de temps. Et sur des périodes qui ne sont pas des périodes de vacances du tout, puisque comme on veut continuer à travailler avec les scolaires, du coup on est un peu coincé aussi sur ce timing-là. Mais bon, voilà. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. En fait, si on fait le rapport de fréquentation par rapport à la moyenne des lieux culturels, des centres d'art et tout ça, c'est une excellente fréquentation. Excellente, ouais. Moi, ce que je regrette toujours, c'est que c'est quand même pas mal d'argent mis en œuvre, et puis d'énergie. Et c'est vrai qu'on aurait envie que ce soit plus vu, quoi, justement, quoi, que les gens en profitent, quoi. Parce que les artistes sont fabuleux quand même, quoi. C'est incroyable toute l'énergie que des artistes peuvent développer sur un projet comme ça, quoi. Ça, c'est génial, en fait. Mais vous
enfin, on a vu quelques vidéos, des photos, etc. Mais est-ce que systématiquement, vous avez constitué des archives, vous filmez toutes les œuvres, vous photographiez tout, etc. On photographie, on filme pas tous les ans parce que c'est assez compliqué d'avoir des vidéos. Ça, c'est aussi un problème. Il faut avoir un vrai budget. Enfin, il faut que ce soit bien fait, une vidéo. Donc, quand on peut, on en fait, mais pas tout le temps. On a beaucoup de photos. On fait maintenant des plaquettes. J'en ai pas apporté, c'est bête. On fait tous les ans, depuis quelques années, une petite plaquette compte rendu, 32 pages, enfin, qui permet quand même de garder quelque chose. Et puis il y a un site, et puis voilà. Mais oui, moi j'ai des archives depuis le début, quoi. Donc je ne sais pas ce que je ferais, mais alors je me disais, les 20 ans, on fête les 20 ans cette année, on se dit, est-ce qu'on fait quelque chose pour les 20 ans? Mais l'ampleur du travail de faire un bouquin récapitulatif m'effraie. Vous avez des chercheurs qui sont venus voir, soit des étudiants, soit des... Non, je le regrette parce que je trouve que ce serait très intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup. Je trouve que c'est un terrain d'étude extrêmement intéressant. Il y a une fille l'année dernière qui était passée un peu m'interviewer, mais il n'y a jamais personne qui a fait, qui est vraiment venu voir en fait et qui a fait une étude là-dessus. Et voilà, c'est ouvert. Mais oui, ce qui est marrant, c'est parce que ça dure en fait. Là, les gens commencent en fait à dire quand même, ça fait quand même 19 ans, voilà. Enfin, je parle même des politiques locaux ou des gens locaux qui étaient un peu goguenards. C'est que ces artistes qui font n'importe quoi, parce qu'il y a quand même un petit côté comme ça. On est un peu une espèce de gens pas sérieux qui débarquent et qui font des choses pas sérieuses et qui mettent un peu de désordre dans tout ce calme, de campagne. Et puis, qui commencent à se dire, mais pourquoi depuis si longtemps? Pourquoi ils s'acharnent à faire ça depuis si longtemps, quoi? Donc c'est peut-être une portée que ça peut avoir. La durée, tout d'un coup, fait que on commence à être respecté par certains. C'est marrant. Moi, je regarde. En plus, je suis pas du tout une théoricienne de quoi que ce soit, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer. C'est un grand terrain de jeu, quoi, pour moi, en fait. Donc, comme tout mon travail, quoi, en fait. Et donc, c'est ça qui est amusant, en fait. Tant que ça continue à être comme ça, il y aura de l'énergie. Autrement, si c'est plus drôle, qu'il y a que des abrutis qui arrachent tout, qui censurent, on arrêtera, parce que c'est pas la peine non plus. Vous n'avez jamais eu de phase de censure avec tout ce qui est public, tout ce qui est aussi bien la commune, le département, la région, non. Les œuvres qui posent des problèmes? Ils viennent pas assez regarder pour censurer, en fait. Enfin, on n'a pas non plus, on expose des choses qui sont vraiment, qui pourraient pas être objet à censure. Parfois, il y a des trucs qu'on expose dans la crypte de l'église. Alors, on me demande toujours d'envoyer au curé ce qui va être exposé dans la crypte, même si elle est pas consacrée. Donc, et donc, il y a des fois, on a exposé, je me souviens d'une artiste qui s'appelle Elisabeth Frering, qui est assez érotique, en fait. Enfin, de mon point de vue, il y avait une vidéo en morphing avec un espèce de cerf qui avalait une espèce de lapine. Enfin, c'est un dessin qui se transformait. Moi, je voyais quelque chose de très érotique et je me disais, bon, ça va peut-être passer, c'est pas grave. Et en fait, personne n'a rien dit, personne n'a rien vu. Et puis, en fait, chacun avait sa lecture aussi. À la limite, ils n'ont pas du tout vu ça et c'est très bien comme ça, en fait. Donc, mais non, il n'y a pas eu de problème. Il faut déjà être un peu attentif aussi pour censurer. Bon, là, il y aurait pu y avoir le problème avec ces images de femmes voilées, mais enfin, heureusement, ils n'ont pas osé censurer quoi que ce soit, quoi. Le maire a fait la visite avec moi quelques jours après, disant, bon, non, c'est bien, ce que vous en dites, c'est bien, voilà. Je pense qu'ils se sont posés des questions, mais quand même pas... voilà, je sais pas, ça aurait été... Là, ça aurait posé un vrai problème qui nous oblige à les enlever. Ça aurait été grave quand même. On parlait de problèmes de financement, de budget, mais je suis quand même étonnée de voir que vous demandez 1 euro par personne. Parce que l'idée, il y a des gens qui donnent plus, du coup. On a le doux rêve que les gens qui peuvent donner plus, c'est vrai, ça arrive. L'idée, c'est que, en fait, les seuls à qui on impose de donner 1 euro, c'est les classes et c'est ceux qui viennent, qui vraiment prennent une médiatrice, quoi.
On leur dit c'est 1 euro minimum. Parfois ils donnent plus. Les adultes, les classes, non. On veut que ça soit... Enfin, c'est vraiment la culture populaire, quoi. C'est vraiment l'idée qu'il ne faut pas que c'est militant aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette histoire d'argent... Donc, alors c'est vrai qu'il y a sous la pression, c'est plutôt la pression des politiques qui fait qu'on est obligé de faire payer les gens parce qu'ils ne veulent plus donner d'argent. Mais pour moi, c'est vraiment une responsabilité publique, ça, voilà, on met de l'art dans l'espace public, et ben c'est une façon de parler de notre société, de parler qu'est-ce que c'est que la culture, qu'est-ce que c'est, comment on regarde notre monde, de se poser des questions sur notre monde, parce que c'est tout ça que ça renvoie en fait. C'est pas juste des œuvres comme ça, c'est aussi pourquoi il y a des gens que renvoie le regard des artistes en fait sur nos modes de vie, sur notre territoire, enfin sur le leur en l'occurrence. Donc ça pour moi c'est voilà, c'est une réflexion qui doit être publique en fait. Bon, alors évidemment en plus on n'est pas dans une région franchement à gauche, hein, parce que donc c'est vraiment, et puis bon, il faut quand même rendre hommage aux politiques du coin qui sont complètement de droite et qui ont toujours soutenu en fait. Alors on s'est beaucoup servi de la Libye pédagogique, qui est voilà, alors on éduque les enfants. Alors il y a même des moments où ça devient énervant. Moi ça, j'en ai marre de balancer des chiffres en disant, en mettant en avant comme ça, on a tant de scolaires, tant de gens d'une IME, on a l'impression les réunions culturelles maintenant entre partenaires, c'est ça quoi, on se bat à coups de handicapés quoi. Moi j'en ai plus que lui. Enfin il y a quelque chose qui est très choquant en fait, enfin qui moi me choque beaucoup. Mais on a l'impression que c'est le seul langage que les autres comprennent. Alors si on n'arrive pas à aligner des chiffres, on n'aura rien quoi. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est bien aussi de servir à ça quoi. Mais par contre parfois maintenant, récemment, l'année dernière, ce côté-là nous a été renvoyé comme négatif, notamment par la région qui disait qu'on n'était pas là pour pallier aux faiblesses de l'éducation nationale par exemple. Alors là, je suis un peu tombée des nues, et voilà, alors on se dit bon, d'accord, parce que la région a une ambition de rayonnement, mais pas d'éducation, puisque c'est pas leur niveau en fait l'éducation, quoi. Donc chacun travaille un peu à son niveau, effectivement. Bon, je comprends leur discours par rapport à ce qu'ils sont eux, sauf que c'était pas du tout le discours que les mêmes d'autres tenaient il y a 10 ans ou 15 ans, mais voilà, tout évolue, quoi. Et je crois que vous disiez qu'ils ne viennent pas, ils ne se déplacent pas. C'est rarissime, personne ne vient jamais. Enfin, si, la DRAC. La DRAC vient, oui. Ils sont censés quand même. Ouais, pas tout le temps, hein, pas tout le temps. Mais de temps en temps, ils viennent. Ouais, enfin là, le responsable, la personne dont dépend notre dossier, c'est quand même la première fois qu'il est venu cette année. Mais bon, c'était bien. Enfin, c'est parce qu'on a changé entre la création et l'action culturelle. Il y a eu des remaniements. Mais bon, donc il est venu il n'y a pas si longtemps que ça que le dossier dépend de lui. Donc c'est un peu normal aussi. Non, mais non, c'est difficile de faire venir les gens. Voilà. Comment tu conçois le parcours, dans le sens où c'est à la fois un parcours artistique, pensé comme une installation, comme tu disais, ouais. Et en même temps, il y a la partie pédagogique, prend une telle ampleur. Enfin, dans ce que tu disais, on a l'impression que c'est la moitié du travail, voire plus. Ah oui, mais enfin, c'est aussi beaucoup les artistes qui le font. Donc, sur la mise en place du parcours, l'important, c'est que les œuvres trouvent leur place. Moi, je cherche d'abord à ce que chaque artiste, en fait, qui a des créations, soit mise en valeur. Parce que les endroits sont souvent les mêmes. Oui, enfin ça varie un peu, mais entre nature, village, il y a des endroits qui se répètent parce qu'il y a 2-3 endroits qui sont un peu répertoriés. Il y a aussi quelques membres de l'association qui habitent au centre du village et je sais que chez eux, on peut faire à peu près ce qu'on veut, il n'y aura jamais de problème. Repeindre les garages en argenté, comme ça s'est passé, les repeindre en noir, comme ça s'est passé. Enfin bon, ils sont, voilà, alors qu'il y a... Chez des habitants lambda, c'est quand même un peu compliqué de leur dire on va arriver, voilà. Et puis donc, du coup, c'est vrai que ça c'est la facilité, c'est les endroits où je sais qu'il va y avoir des interventions un peu lourdes. C'est plutôt chez des gens qu'on connaît ou dans la crypte ou dans des endroits où on a un peu de liberté, qui dépendent un peu du public aussi, enfin de la municipalité.
qui nous laisse quand même relativement faire, quoi, en fait, dans ces lieux-là. Mais bon, après, il y a des choses diverses. Hein. Il y a eu des années, ça allait dans la campagne, il y avait des étangs qu'un propriétaire veut plus nous prêter maintenant parce que il n'y a pas eu voilà, il est furieux parce que le plan d'occupation des sols n'a pas été changé et qu'il n'a pas pu avoir un terrain constructible. Et du coup, voilà, il veut plus qu'on utilise ces étangs, c'est-à-dire qu'il nous fait payer un espèce de règlement de compte entre lui et la commune. Alors qu'en fait, ça n'a aucun rapport, quoi. Enfin, donc il se passe des choses comme ça. C'est la vie d'un village, quoi. En fait, les gens se parlent, tout est complexe, en fait, quoi. Donc moi, je maîtrise pas tout non plus parce que j'y habite pas. Et heureusement, parce que du coup, je mets les pieds dans le plat parfois en sachant pas des trucs. Et du coup, c'est très bien parce qu'autrement, on n'avancerait pas du tout. Mais voilà, c'est pas toujours. Et à l'inverse, il y a des habitants qui au départ auraient jamais prêté, puis qui au fur et à mesure des années ont voulu aussi participer. Ouais, en fait, en général, quand on leur demande de participer, il y en a pas beaucoup qui refusent quand même, juste de prêter leur lieu ou de prêter. En général, les demandes qu'on fait, elles sont effectivement en fonction de ce qu'on sait des habitants, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, si on sait qu'il y a un truc à poser dans un jardin, qui n'est pas un jardin. On voit que le type, il passe sa vie à couper les herbes, que si les gens marchent dedans, ça va être une catastrophe. Enfin, moi, je tiens compte aussi de ce que je vois. En général, d'ailleurs, on demande aux gens qui sont les moins... les gens qui traitent leur maison avec un peu le plus de désinvolture, ou qui sont encore un peu en travaux, parce que les choses qui sont trop clean, trop nickel, trop finies, ça pose toujours des problèmes, quoi. C'est souvent un peu comme ça quand même les maisons là-bas, les gens sont très soigneux, donc effectivement quand on en colle des trucs sur les murs, c'est pas... il vaut mieux le faire sur un mur dont on voit qu'il va être peint par exemple, parce qu'il est arrivé que la peinture parte avec l'affiche qu'on avait collée et que du coup c'était un petit peu embêtant. Oui, il y a parfois des surprises, hein, mais bon, en général on essaye de rendre les choses comme on les a empruntées. Ce qui donne un peu d'espoir aussi, c'est que l'équipe se renouvelle vraiment. Ouais, quand tu me dis qu'il y a des jeunes maintenant qui se... On a 3 nouveaux membres cette année, plus jeunes, oui, au sens genre 45 ans, parce que les autres, ils commencent à être comme moi, quoi. Ils sont plutôt dans la soixantaine et un peu plus, et du coup, ils sont plus fatigués, quoi. Enfin, donc c'est bien qu'il y ait un renouvellement. Oui. Mais ma question à moi, c'est de voir comment ça pourra se renouveler, en fait. Comment, quand j'arrêterai, parce que je vais arrêter un jour, quoi. Là, il y a un moment, ça va, quoi. Comment arriver à passer la main à quelqu'un d'autre, vu la complexité des tâches quand même et l'ampleur des tâches que j'assume, quoi. C'est difficile de repasser un dossier à quelqu'un dans les conditions dans lesquelles je travaille, moi. Mais bon, ça pourra peut-être se faire. Il y a des gens aussi kamikazes et plein de bonne volonté. Donc, voilà. Bon, on va... Si vous avez plus de questions, on va vous libérer. Bon, on a... Je sais pas. 10 minutes d'avance. Bon. Je sais pas, moi je suis pas très sur les timings. Mais on va boire un verre en plus. Oui, c'est ça, on va boire un verre en plus. Non, mais on peut continuer à parler comme on n'est pas très nombreux, effectivement. Non, si, je sais pas, par exemple, il y avait l'œuvre à Malte. Ouais. Comment ça s'est fait? Parce que ça, c'est une toute autre activité. Ça, c'est des rencontres, hein, c'est des amis, d'amis, voilà, c'est des choses, ça se passe souvent comme ça, par relation. Donc du coup, je suis allée à Malte, et puis avec mon compagnon qui est aussi sculpteur, et puis on a des gens qui sont là-bas, ont entendu parler de cette biennale qui se créait, qui était en train de changer, en fait, qui était particulière parce que c'est une biennale organisée par l'Église catholique, donc pas forcément tellement notre truc, mais qui cette année a eu un nouveau commissaire qui était plutôt un communiste, un type qui a fait toutes ses études en URSS, enfin un drôle de personnage, anarchiste plutôt, et qui avait envie de donner une autre couleur à cette biennale, qui était quand même un truc d'art religieux. Moi, j'aurais pas participé à un truc d'art religieux, c'est pas mon histoire, mais le fait de parler du sacré, d'une forme d'abstraction, de spiritualité, tout simplement, ça fait aussi partie de l'activité artistique, en fait. Donc c'était intéressant justement de réfléchir à ça. Comment parler
de ça sans parler, sans être vraiment dans un langage religieux, quoi, connoté religieux. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, dans des très mauvaises conditions, autrement, financières, techniques, tout ce que vous voulez. Mais le plaisir, c'était d'avoir ce lieu qui était magnifique, enfin pour moi. C'est-à-dire que les lieux, c'est toujours un peu des déclencheurs quand même. Donc une fois qu'on a le lieu, bah après, il faut aller au bout, quoi, en fait, hein, on se débrouille, quoi. Donc, je me suis débrouillée. Ça vous est arrivé d'avoir des problèmes justement avec le lieu, c'est-à-dire d'être sélectionné pour quelque chose, et puis finalement le lieu peut arriver, puis il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas quelque chose qui... Moi, je vais toujours voir les lieux, pratiquement toujours. Donc, en fait, c'est plutôt le lieu qui crée le projet plutôt que l'inverse, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment très important, quoi. Sauf, bon, parfois des expos, alors quand je parlais de la pratique d'atelier, quoi, c'est-à-dire, je fais des sculptures, et donc après, on les accroche différemment selon le lieu, mais en fait, c'est les mêmes œuvres, ça change pas du tout, quoi. Là, il n'y a plus de rapport. C'est pas une création spécifique pour un espace, quoi. Pour un Malte, quand même, c'était vraiment un site historique, donc tu avais des contraintes assez particulières. Ah bah il fallait pas du tout abîmer, c'est sûr que là j'aurais pas planté des clous dans la fontaine. Arsena qui était plus... Ah bah c'est pareil, attends, la fontaine Médicis, tu t'amuses pas non plus à l'abîmer, hein. Oui, mais c'était plus difficile de l'abîmer, enfin... Ah oui. Bah c'est-à-dire que là ça flottait, donc la solution d'avoir bien un truc qui flottait... Enfin non, ça flottait pas d'ailleurs, c'était posé au fond, mais à Malte, oui, il y a eu des petits problèmes d'accroche. Enfin, il a fallu faire attention en fixant, mettre des cales en bois, s'arranger pour que la structure métallique, en fait, évidemment, n'abîme pas la pierre, quoi. Et ça, c'est la moindre des choses, quand même. Enfin, ça fait partie un peu des bases de ce métier. Je suis intervenue il y a quelques années dans un lieu très beau aussi à côté de Bordeaux, où il y avait les ruines d'une abbaye. C'est évident que tout ce que j'ai fait, j'ai rien touché en fait, quoi. J'ai même pas touché les murs là, parce que c'était tellement fragile qu'on n'aurait rien pu faire, quoi. Mais j'ai quand même travaillé par rapport au lieu, mais à sa signification, mais pas du tout en touchant les pierres, quoi. Ah oui, mais ça c'est ce métier en fait. Oui. Il faut beaucoup regarder les choses, il faut être un peu attentif, quoi. Vous êtes formé à d'autres pratiques artistiques au fur et à mesure, ou vous avez appris toutes les bases de... Ah non, je me forme absolument tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, la vidéo, le montage vidéo, c'est quelque chose qui n'existait pas. Enfin, quand j'ai fait mes études d'art, moi, on savait même pas, c'était même pas enfin si, c'était déjà quand même une pratique, mais à peine. On était encore au Super 8, si j'ai fait un film en Super 8 pendant mes études quand même, donc... Là, mais ça n'existait pas, les trucs merveilleux comme ça. Là. Mais la pratique vidéo vous intéressait déjà? Un petit peu, mais j'ai fait un projet d'histoire de l'art en fait, enfin de témoignages. Mais oui, ça m'amusait. J'ai toujours été très curieuse de toutes les techniques. En fait, tout mon travail est toujours parti de là, en fait, de chercher à chaque fois la technique appropriée par rapport à un projet précis, en fait. Donc j'ai changé de matériaux tout le temps. Je ne sais pas ce que j'ai pas travaillé comme matériau. Si, à part la peinture, parce que c'est vraiment pas mon histoire, les couleurs, mais dans le volume, j'ai vraiment travaillé pratiquement tous les matériaux. Donc c'est vrai qu'il faut tout le temps apprendre, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Et avec les nouvelles technologies, en ce moment, par exemple, je travaille sur des fichiers, je fais des découpes en métal et je travaille sur des fichiers informatiques qui doivent correspondre à certaines normes pour pouvoir être découpés au laser. Bon, ça, c'est un univers, je ne savais même pas que ça existait, des fichiers DXF, des trucs, des transformations de fichiers. Alors, je patauge joyeusement, et puis au bout d'un moment, j'y arrive, je demande à droite à gauche, et voilà, quoi. Et puis en fait, parfois, 5 ans après, je dois retrouver une technique que j'ai utilisée, j'ai tout oublié, parce que je m'en sers sur un projet, et puis qu'en fait, après, c'est autre chose, quoi. Mais c'est marrant, ça. Et par rapport à tes œuvres in situ, on est à chaque fois sur un double niveau entre le lieu dans sa matérialité qui inspire telle ou telle forme et l'histoire du lieu, le contexte global. On est tout le temps sur... oui, et puis aussi mon histoire à moi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un fil qui se lie par rapport à ce que je suis et à mon regard sur les choses, comme pour tout artiste. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas que le lieu, mais
il y a aussi où en sont mes rêves du moment et comment j'ai envie de les matérialiser. C'est-à-dire ce projet-là, je ne l'aurais pas fait il y a 5 ans, par exemple. Même dans le même endroit, quoi. Ça aurait été différent. Enfin, allez voir, j'ai un gros site internet où il y a plein de trucs, dans lequel on se perd un peu. Pour la fête de l'eau, il y a un gros site internet aussi, pas très bien fichu, mais où il y a aussi beaucoup d'archives, beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos de projets pédagogiques, par exemple, de choses différentes, assez marrantes. Voilà, qui n'est pas toujours parfaitement, pas assez documenté, il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais bon, il y a déjà pas mal de choses. Puis il faut venir en Alsace. Merci beaucoup pour cette intervention, c'est très intéressant. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Et effectivement, allez à Wattwiller. Il n'y a pas que la source, il y a aussi. Oui, il y a ça, puis il y a le centre d'art maintenant. Donc c'est vrai que c'est marrant parce qu'on voit plein de choses différentes. Oui, la fondation. Puis l'Alsace, c'est quand même c'est pas mal. Merci beaucoup.